Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Antoine Barzalec, co-chef de file pour la France Insoumise pour ces élections municipales, avec Garance Guy Régivers, co-chef de file avec moi. Déjà, je vous remercie. Merci à toutes et tous pour votre présence. Ça fait vraiment très, très, très chaud au cœur parce qu'on a été depuis plusieurs mois sur le terrain. On va en reparler le long de cet après-midi. On a été depuis plusieurs mois sur le terrain à faire des porte-à-porte au boulevard Albert Ier, au Fiacre, pour aller rencontrer les habitants et aller voir les problèmes de logement. Et ça fait chaud au cœur de voir que cette réunion aujourd'hui a réussi, déjà grâce à votre présence ici à la salle Pasteur, mais aussi surtout grâce au travail militant qui a été mené, à la fois de terrain, le travail qui a été mené par les camarades Martine, Marina, Gisèle et j'en passe, et Sylvie, et j'en passe, mais aussi grâce aux camarades qui sont quand même mobilisés depuis toute la semaine pour pouvoir faire de cet événement un événement majeur de la campagne municipale 2026 et notamment de la campagne de logement. Cette réunion s'inscrit donc dans notre grande séquence logement pour l'élection municipale 2026. À Villeneuve d'Ascq, nous pensons en effet que le meilleur moyen pour qu'une gauche de rupture l'emporte à la mairie, c'est derrière la France Insoumise et derrière le gouvernalis. Le maire est en place depuis un demi-siècle. Et il est temps d'en changer. Parce qu'un demi-siècle de caudronnerie, ça produit des services publics en grande difficulté. Un demi-siècle de caudronnerie, un demi-siècle de caudron, c'est compliqué, de Gérard Caudron, ça produit des transports en commun qui ne fonctionnent pas. Et concernant le logement, un demi-siècle de Gérard Caudron, ça produit des logements insalubres et ça fait que rien ne bouge. Et aujourd'hui, on veut la fin des logements indignes. Et le 15 et 22 mars 2026, si on gagne la mairie, on mettra fin aux logements indignes sur Villeneuve d'Ascq. La bataille du logement se passe aussi dans les urnes, c'est 15 et 22 mars. On a ainsi. Vous pouvez passer à Villeneuve d'Ascq. Malheureusement, il y a beaucoup de concitoyennes et de concitoyens qui vivent dans des logements sociaux qui sont complètement insalubres. Des cafards, des punaises de lit, de l'humidité, de la moisissure, des enfants qui sont malades à cause de la moisissure. Eh bien, ça, c'est le quotidien des habitants et des habitantes de Villeneuve d'Ascq. Alors, évidemment, les habitants, ils sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent à leur bailleur social. Ils écrivent, quand le bailleur social ne répond pas, ils écrivent au prestataire qui est censé faire les travaux. Quand le prestataire ne répond pas, ils écrivent à qui? Ils écrivent à la mairie, ils écrivent au maire, ils écrivent à Marie-Vonne Girard, par exemple. Et quelles sont les réponses qu'on a à ça? Aucune. Nada, rien, jamais. Parce que la réalité, c'est qu'ils se fichent complètement de l'état des logements de Albert Ier, des fiacres, de Pont-de-Bois. Ils s'en fichent complètement parce que c'est du logement social. Et parce que la réalité, c'est que ce n'est pas leur électorat. Si ce n'est pas leur électorat, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ben oui, que tirer Gérard Caudron? Que tirer Sylvain Estager? Que tirer Marie-Vonne Girard si eux-mêmes vivaient dans des logements dans lesquels vous vivez vous habituellement? Ben, la réalité, c'est que ça se passerait pas en fait. Ces choses-là n'existeraient pas parce que d'un coup d'un seul, les choses seraient résolues. Alors, voilà l'idée de cette réunion que nous faisons aujourd'hui. Deux choses. La première, c'est de se rassembler et de discuter d'après à témoignage, parce que vous verrez que dans un deuxième temps, vous pourrez prendre la parole dans la mesure du possible pour venir témoigner et expliquer votre situation devant tout le monde pour que ce soit connu. Mais la deuxième chose surtout, c'est de pouvoir créer un mouvement, créer un rassemblement autour de cette thématique du logement, parce que ce que craignent les bailleurs sociaux, c'est bien le nombre. Si vous êtes dans votre coin seul à envoyer des courriers, à essayer de saisir les syndicats, à essayer de saisir le député ou les élus locaux, et qu'il se passe de rien, bah, c'est normal, parce que vous êtes seul. Alors que la réalité, c'est que si nous sommes là tous ensemble, que nous créons des collectifs comme à Albert Ier, ça a été fait, eh bien, on a des résultats. Et ces résultats, c'est ce que nous cherchons à produire aujourd'hui. Alors, cette réunion, il y aura plusieurs étapes. Nous allons, il va y avoir plusieurs prises de parole. On va commencer avec une petite vidéo, puis quelques prises de parole que nous présenterons au fur et à mesure.
Et dans un deuxième temps, il y aura un temps d'échange avec la salle pour venir témoigner, discuter, échanger peut-être si vous attendez des réponses. Et donc, effectivement, je vous laisse pour commencer avec une petite vidéo qu'a tournée GovernAlysis avec les habitants de Pont-de-Bois pour discuter de leurs problématiques de logement. Alors aujourd'hui, je viens ici dans ce logement de LMH à l'invitation de locataires d'un appartement vraiment où on m'a dit qu'il y avait quand même un petit peu de moisissure et quelques petits problèmes. Encore une fois, donc c'est parti. Bonjour, bonjour. Je viens vous voir pour des soucis dans le Oui, logement. allez-y, bien sûr. Vous proposez un café? Oui, avec grand plaisir. Tenez. Ah, super, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le logement? Alors ça, c'est une société extérieure, donc la société APA, en fait, qui est venue constater l'état de moisissure dans les chambres. Donc, que ma pneumologue, en fait, de l'hôpital avait demandé de passer, en fait. Ok, Donc, parce que d'abord, vous avez un souci de santé. Oui, je suis asthmatique chronique aiguë. J'ai été Ok. hospitalisée il y a 2 ans de ça, suite aux moisissures. J'ai été, du coup, diagnostiquée asthmatique aiguë grave. Donc, j'ai été sous oxygène pendant 15 jours. Donc, à partir de là, vous avez le diagnostic sur votre maladie. Oui. Et du coup, j'imagine que le corps médical dit est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le logement? Voilà, c'est ça. La description. Ils ont fait un certain nombre de photos. Principaux facteurs constatés. Un environnement défavorable à la santé respiratoire. Ben oui. Développement important de moisissure avec une surface cumulée évaluée comme élevée, selon l'OMS 2004. Ah oui, et ils mettent ça en plus, j'imagine, selon l'OMS, parce que ça fait partie des critères de l'insalubrité. C'est ça. Oui, et en plus, le système de ventilation, ils mettent mécanique complet et fonctionnel. Oui, tout Vous à avez fait. la Oui. VMC, Tandis que voilà. nous, j'avais une société, enfin, LMH qui est venue justement à la maison l'année dernière. Il a trouvé excuse que c'était les VMC en fait qui n'allaient pas. Alors, et depuis, plus de nouvelles, ils sont plus venus. Et oui, les principaux conseils donnés, ils mettent dans l'attente d'une intervention du bailleur. Oui, Oui, ça commence comme ça. Et s'ils n'ont plus d'échappatoire, leur seul échappatoire à la fin, s'ils veulent respecter le droit, c'est de vous proposer un logement sans moisissure. Bien sûr. Et j'aimerais bien aussi qu'ils font les travaux pour Oui, parce que s'ils remettent éventuellement quelqu'un d'autre derrière. les prochains locataires qu'ils arrivent et qu'ils ont un logement sain, quoi. On est bien d'accord. Ça, vous l'avez transmis, j'imagine, à Oui, LMH. oui. Et... Non, aucun retour. On m'avait dit de changer de chambre. Ouais. Et comme j'ai dit, je ne peux pas changer de chambre si les 3 chambres sont prises pleines de moisissures, c'est oui. compliqué. Je ne vais pas passer ma vie à dormir dans mon canapé parce que je finis mes nuits dans le canapé des fois, donc c'est pas une vie, quoi. J'ai mon petit aussi qui commence à être malade aussi, donc là j'ai pris rendez-vous pour faire des tests. Je propose qu'on aille voir. Oui, bien sûr, je vais vous montrer. Donc là, on arrive dans ma chambre, la première chambre. Vous pouvez constater du coup là au niveau du plafond. Ah oui. Oui. Là, on a... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est des champignons? Voilà, là vous voyez, il y a de la moisissure juste en haut. Ouais, là, tout le... Ouais. qu'on vous propose, c'est d'ouvrir la fenêtre, quoi. C'est ça, d'aérer. Ou de nettoyer au vinaigre, mais moi, comme je dis, je peux pas être en contact avec... parce que je suis allergique. Donc je peux pas toucher en fait la moisissure. Et donc c'est mon conjoint en fait qui nettoie, mais bon, ça revient à chaque fois. Ah On oui, a ça, beau nettoyer, de toute façon ça revient. Et donc il y a aussi dans le... Oui, là, il y dans en l'autre a là. partie. Là en bas, ben, ça commence à... Enfin, vous mettez la main, c'est trempé, c'est de l'eau, quoi. L'armoire Il y a qui a gonflé. pris, tout le linge qu'on avait stocké en bas était moisi. Donc là, on arrive dans la chambre de ma fille, qui était à la base ma première chambre, là où je me suis fait... quand j'ai commencé ma première crise, il y a 2 ans. Il y en a là. Ah oui, là-bas. J'en avais là, donc, mais à l'intérieur, mais on nettoie, on essaye de nettoyer. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, Et c'est ça en plus qui est là, c'est que si vous nettoyez trop, le jour où ils viennent, ils vont vous dire oh, ça Bah, va, oui, tranquille. oui. Alors c'est que ce côté-là à chaque fois. Oui, à chaque fois, oui. Pourtant, les toitures, ils les refont tous les étés. Tous les étés, on a des nouveaux ouvriers qui viennent sur les toitures refaire la toiture. Tous les ans. Grand succès. C'est ça. Et puis là, du coup, on arrive dans la 3e et dernière chambre. Là, c'est, voilà, comme je vous dis, en fait, là, c'est la chambre des garçons. Donc là où dort mon petit de 3 ans. Ouais. Par contre, tous les jours, je suis obligée de retirer le matelas, de le mettre dans notre chambre. Ce que je vais vous montrer. Ah oui, je vois, ok. On commence à avoir des fissures au niveau du plafond. Mais là, on Comme voit le ça. truc qui... D'accord. Là, Oui, et le tous les ans, c'est revêtement, refait. c'est à mon avis, c'est pour ça aussi qu'ils sont venus vous voir pour la VMC. Oui.
Et plus de nouvelles, parce qu'ils savent Plus très de bien nouvelles. aussi que s'ils voulaient vraiment régler le problème, peut-être que ça engagerait des travaux un Bien peu sûr, plus je pense que ça doit structurels. être... Ils m'ont sorti, oui, mais vous n'êtes pas prioritaire, madame. Ils m'ont sorti, oui, mais vous n'êtes pas la seule et vous n'êtes pas prioritaire. Vous n'êtes pas la seule, c'est vrai. C'est Oui, vrai. oui, oui. Malheureusement, Ouais, c'est vrai. c'est un gros sujet, un gros problème. Par contre, vous n'êtes pas prioritaire, à la limite, peu importe, parce qu'en vérité, là, avec ce que je vois, si on constate l'insalubrité, Oui, demain, le maire peut prendre un arrêté d'insalubrité. La conséquence pour le bailleur, c'est qu'il est obligé de vous reloger à ses frais d'accord. tant qu'il n'a pas réglé les problèmes. Et alors, vous aviez des soucis aussi par l'extérieur, on peut aller voir? Oui, bien sûr. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la terrasse? Là, il y a des fissures. Là, le mur en lui-même est en train de fissurer Ah aussi. oui, Donc, je vois là dans l'axe. ça avait déjà été vu par un expert, un huissier. L'eau, comme elle tombe sur le mur, du coup, ça, Elle ruisselle sur le mur. elle ruisselle. Du coup, ben, tout il tombe là dans les joints. Et c'est pour ça qu'on a autant d'eau et d'humidité. J'ai beaucoup de retours comme quoi que tous les appartements sont en train de moisir. Ok, C'est donc la tout- réhab, ils ont refait tout l'intérieur, Ouais, ouais, mais tout. pas l'extérieur. Voilà, Pas la toiture, les extérieurs n'ont pas été faits. Je pense on va faire deux choses. Premièrement, je pense que ce serait bien de solliciter la mairie, le service d'hygiène et de santé, puisque les mairies, notamment d'une taille comme celle de Villeneuve-d'Ascq, ont obligation d'avoir ce type de service. D'accord. Dans la loi, c'est la mairie, c'est le maire qui est le premier acteur. Je sais qu'il y a un problème avec la mairie, ça fait partie des choses qu'on veut essayer de régler. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne pour tout Villeneuve-d'Ascq. Il y a 63 000 personnes à Villeneuve-d'Ascq, 45% de logements sociaux. Je pense qu'on peut avoir plus qu'une personne, Bien sûr, mais oui. on va quand même faire la démarche. On D'accord. va voir ce que ça donne. Et, deuxième chose, moi je vais faire un courrier à LMH. Ok. Voilà, comme je l'ai fait à Villogia, comme je l'ai fait à Partenord et comme on continuera de le faire, pour leur demander de régler le problème. Ils n'ont pas de solution pour traiter la moisissure, qui vous propose une solution de relogement en fait. D'accord, tout simplement. oui. Au plus tard, le 22 mars prochain, la date du deuxième tour des élections, à ce moment-là, en tout cas, on fera en sorte que la municipalité, elle soit systématiquement aux côtés des gens pour faire tous les constats, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Quand c'est de l'indécence, le constat qui est dressé par la municipalité, par le service d'hygiène et de santé, permet-vous ensuite, locataire, d'aller voir le bailleur pour lui exiger de faire les travaux. D'accord. Et s'il ne le fait pas, sur la base de ce document-là, vous allez voir le juge. Et là, le juge peut suspendre le loyer D'accord. jusqu'à ce qu'ils aient fait les travaux. Ça, c'est vraiment un sujet de fond. Voilà, pour vous, pour les enfants, C'est ça. parce qu'ils sont en première ligne. Et oui. Bon, ben voilà, on a pu constater un énième logement avec des infiltrations, de la moisissure, toujours le même scénario. On explique aux gens que peut-être ça vient de la VMC, en fait la VMC là elle fonctionne, peut-être qu'il faudrait raboter le bas des portes, peut-être qu'il faudrait ouvrir les fenêtres, alors qu'en fait non, mais quand c'est le bâtiment en tant que tel, parce que en fait ce qu'on nous raconte c'est que des travaux ont été faits de réhabilitation qui n'ont pas été complètement faits correctement, du coup ça peut faire des ponts thermiques, ça va créer de l'humidité, ça peut être ensuite les toitures, l'étanchéité, s'ils la refont tous les ans, et qu'on a ça, c'est que en fait c'est pas refait correctement. On a vu les fissures, le mur fissuré, et donc les travaux sont pas faits. Et pendant ce temps-là, c'est les gens qui vivent dedans en fait. Là en plus avec des problèmes de santé supplémentaires. Enfin c'est pas acceptable. Ce n'est plus acceptable. Voilà. À partir de 2026, on va essayer de faire en sorte que même avant que ce soit réglé, mais en vérité à partir de 2026, ça c'est terminé. La mairie sera systématiquement aux côtés des habitantes et des habitants pour constater l'insalubrité, l'indécence et mettre les bailleurs devant leurs responsabilités et les obliger à soit reloger, soit faire les travaux. Notre réunion porte sur le thème des problèmes rencontrés par les locataires dans leurs appartements. Notre but est de tenter de répondre aujourd'hui à vos interrogations et puis peut-être aussi, d'apporter les réponses que vous attendez. Cette rencontre, c'est l'aboutissement d'un travail minutieux d'enquête que nous avons mené auprès des locataires des fiacres à Flersbourg, en tout 10 immeubles qui ont été construits en 1978, et puis aussi de ceux de la résidence Albert Ier, 15 immeubles construits en 1969. Nous avons réalisé cette enquête à 4. Il y a Gisèle, qui est là derrière,
Martine, voilà, Martine est là. Nous avons aussi longuement travaillé avec Sylvie, mais Sylvie est absente aujourd'hui, et puis il y a moi-même. Alors, nous avons commencé peu après, nous, les élections législatives de 2024, auxquelles, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais personne ne s'y attendait à ces élections législatives. Les militantes et les militants de Villeneuve-d'Ascq se sont vraiment mobilisés en masse, animés par la volonté de s'engager auprès de la France insoumise pour dénoncer les inégalités, les injustices et pour gagner l'élection. Mission accomplie, en fait, notre campagne a été très bonne et elle s'est conclue par la victoire d'Hugo. À la rentrée, soucieux des problèmes rencontrés par beaucoup de locataires, nous avons décidé, toutes les quatre, de mener une enquête minutieuse en porte-à-porte. Et qu'avons-nous très vite constaté dans les appartements? Beaucoup d'humidité dans les cuisines, les salles de bain, les WC, des infiltrations, des moisissures, des champignons, des fuites d'eau parfois impressionnantes, des VMC bouchés, des parties communes souvent très mal entretenues, et puis des ascenseurs en panne, des cafards parfois, des rats, nous en avons vu, des punaises, des problèmes de chauffage, des loyers trop chers. Et je rajoute quelque chose parce que je vois cette dame que j'ai rencontrée. Il y a aussi, en fait, très souvent, alors ça, Philogia, voilà, n'intervient pas pour cette dame, mais il y a aussi des problèmes pour des personnes qui se déplacent comme cette personne en fauteuil et qui n'arrivent pas à allumer les lumières, enfin bon, à qui on avait promis au départ un logement qui serait adapté, mais qui en fait ne l'est pas. Et elle se bat depuis quelques années, longtemps. Et là, elle a envie de baisser les bras. Mais comme beaucoup de personnes, mais il ne faut pas. Alors, nous pouvons donc aujourd'hui, sans oublier de parler des loyers qui sont vraiment trop chers, nous pouvons donc aujourd'hui dire qu'il y a à Villeneuve-d'Ascq beaucoup de problèmes d'insalubrité. Il y a donc des locataires qui sont en colère, qui se sentent impuissants face aux bailleurs et à la mairie. Ils sont parfois résignés, ces locataires. Nous avons recueilli beaucoup de témoignages, vraiment. Nous avons fait beaucoup de photos. Nous avons pris des numéros de téléphone. Nous avons eu parfois le sentiment d'être les seules personnes qui prenaient en compte les problèmes des locataires et leur donnaient de l'espoir aussi. Pour terminer ce propos, cette rencontre avec tous ceux qui vont mener ce débat, nous l'avions promise aux personnes que nous avions rencontrées. Force est de constater, je pense, aujourd'hui que nous avons réussi, puisque vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marina et je remercie encore tous les militants et toutes les militantes qui ont participé à ces campagnes-là. Pour la suite, je vous demande maintenant d'accueillir Hélène Trachet, qui est aujourd'hui, qui vient parler au nom du collectif du Centaure, donc c'est-à-dire des résidences situées sur Albert Ier, pour parler des problématiques logement encore des habitants. Merci. Alors, je vais demander à quelques autres personnes du collectif de venir avec moi quand même. Ah ouais, je suis pas habituée au micro par contre. Ouais. Voilà. Vous me direz si ça va. Je peux le prendre à la main peut-être. Ça, là, c'est bon comme ça? Faut coller au menton. Faut coller au menton. Ok. C'est un métier. Alors, bonjour à toutes et tous. Menton manquant. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme Madame le disait, on est des locataires du boulevard Albert Ier. On a créé un collectif il y a quelque temps, suite au cumul de problèmes qu'on pouvait rencontrer au niveau de notre immeuble et puis
on s'est rendu compte que c'était pas que notre immeuble et que c'était effectivement quelque chose de récurrent dans l'ensemble des bâtiments. Donc, on a rédigé quelque chose et je vais vous le partager parce que on s'est mis d'accord tous ensemble sur ce qui allait être dit aujourd'hui. Donc, nous prenons aujourd'hui la parole au nom de notre collectif de locataires pour rappeler une réalité trop souvent passée sous silence, celle du mal logement, de l'humidité, de l'insalubrité et de leurs conséquences directes sur la santé, le moral et la dignité des habitants. Trop de personnes ont vécu et vivent encore dans des logements où les murs s'abîment, où les moisissures gagnent du terrain, où l'air devient irrespirable et où chaque jour apporte son lot d'inquiétude. À ces difficultés matérielles, s'est ajouté pour nous un autre problème majeur, l'absence de communication et de suivi de la part de Vilogia et de ses partenaires. Pendant trop longtemps, les locataires sont restés seuls face à leurs difficultés, sans réponse, sans accompagnement, sans perspective. Beaucoup d'entre nous, isolés dans leurs problèmes qui s'accumulaient, ont fini par baisser les bras. Cette situation était insupportable. Malgré nos multiples démarches, pétitions, courriers, signalements, rien ne bougeait. On nous répondait parfois, on prenait note souvent, mais on n'agissait pas. Il a fallu que la situation dégénère, que la réalité de nos logements fasse mauvaise presse pour que le bailleur commence enfin à réagir. C'est à croire que la dignité des habitants ne pèse rien face à la réputation de Vilogia. Pendant des mois, nous avons vécu au milieu des fuites d'eau à répétition, des infiltrations non traitées, des taux d'humidité inquiétants, des murs et plafonds noircis par la moisissure, des conditions de vie qui auraient dû alerter bien avant. Et cela, nous ne pouvions plus l'accepter. À l'approche des municipales, nous avons décidé de reprendre la parole, de la reprendre ensemble. Parce qu'un droit qu'on n'exerce pas est un droit qui s'érode, parce qu'un problème invisible est un problème qui ne se résout jamais. Tout est parti d'un poste, un simple témoignage, sincère et concret, suite à une énième fuite d'eau dans les parties communes. Puis tout s'est accéléré, les partages, les photos, les témoignages de voisins, d'habitants d'autres bâtiments. La lumière s'est posée sur ces réalités que l'on voulait tenir dans l'ombre. Canalisation vétuste, au niveau des vides sanitaires notamment, provoquant des odeurs nauséabondes, invasion de moustiques en plein hiver, due aux eaux stagnantes, de moucherons l'été, des taux d'humidité qui crèvent le plafond, moisissures noires, infiltration d'eau dans les logements, la liste est longue. Lorsque nous avons fait le tour des logements pour recueillir les signatures de notre dernière pétition, nous avons pu constater les dégâts colossaux que les multiples fuites avaient occasionnés et la détresse dans laquelle de nombreux locataires se trouvaient. Il est important pour nous de préciser l'attachement que nous avons tous et toutes à notre quartier, aux liens que nous tissons chaque jour avec nos voisins. Notre problème principal reste l'état lamentable de nos logements, qui rendent notre quotidien parfois compliqué lorsque ce n'est pas tout simplement invivable, comme pour Coralie, qui a un petit garçon et qui attend le second, dont le taux d'humidité dans le logement passait les 90%. Ils viennent d'ailleurs d'obtenir un relogement en urgence grâce à la mobilisation et au soutien que l'on a reçu. Ou Elisabeth, dont le logement a subi de nombreuses et très importantes infiltrations et qui renouvelle sa demande de mutation depuis de nombreuses années. Jérôme subit également les mêmes désagréments et on pourrait citer des exemples à l'appel. Nous tenons à remercier chaleureusement notre député, M. Bernalici, ainsi que l'ensemble de ses équipes pour avoir pris au sérieux nos alertes et pour avoir longuement insisté sur cette problématique cruciale. Il a rappelé avec force qu'il était indispensable de résoudre ces défaillances afin que de telles situations ne se reproduisent plus. Suite à son interpellation, il a été reçu par la direction de Vilogia et a souhaité que nous soyons présents à ses côtés lors de cette rencontre.
Ce moment a marqué un tournant car il nous a enfin permis d'être entendus et d'obtenir des avancées concrètes. Merci beaucoup. Nos remerciements vont également à la CGT Indicosa, Zora notamment, qui était la première à venir vers nous, qui a joué un rôle essentiel en portant nos voix, en rendant publiques nos conditions de vie et en soutenant sans relâche les locataires les plus touchés. Merci. Nous connaissons trop bien les promesses écrites à la hâte quand la pression médiatique monte, puis oublier aussitôt cette-ci retombée. Nous savons que pour que les choses changent vraiment, nous devons rester mobilisés, organisés, visibles. Parce que le droit au logement et notre dignité ne sont pas négociables. Parce que vivre sans humidité, sans moisissure, sans risque pour la santé, ce n'est pas du luxe, c'est juste la base. Parce que nous n'accepterons plus d'attendre que les choses s'aggravent, qu'un bâtiment se dégrade au point de devenir inhabitable. Notre mobilisation n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer et nous envoyons aujourd'hui un message clair. Nous resterons vigilants, nous resterons solidaires, nous resterons debout tant que chaque locataire n'aura pas le logement digne auquel il a droit. Merci. Merci beaucoup, merci pour cette prise de parole. Justement, parce que le logement, c'est pas un luxe. Le logement, c'est un droit fondamental dans notre pays, que de pouvoir se loger sous un toit qui est convenable, qui ne nous crée pas de maladie, qui ne nous crée pas de désordre personnel. Eh bien, la CGT, Indecosa, c'est approprier le dossier pour venir aider les locataires qui en avaient besoin. Et là maintenant, je vous propose d'accueillir Zora, qui fait partie de la CGT Indecosa et qui a suivi le dossier depuis très longtemps. Je pense qu'on peut l'applaudir. Si. Tout d'abord, bonjour à tous, enfin à toutes et à tous. Excusez-moi. J'ai bien préparé, je vous le dis. Hein. C'était mon collègue qui devait être présent et pas moi. C'est pas que voilà, j'aime pas me montrer, mais je laisse ça à ceux qui savent faire. Alors, je vais pas revenir sur. D'abord, bravo, hein, bravo à tout ce que j'ai entendu là. Sincèrement, ça me fait chaud au cœur. Alors, vous étonnez pas si ça monte un peu parce que depuis 3 ans maintenant, donc je me présente, Zora, coordinatrice tout d'abord d'Indecosa CGT Nord, aussi représentante locataire pour LMH, puisque je suis locataire LMH. Alors, on est là depuis 3 ans, grâce à vous, j'allais dire, puisque ces élections, voilà, c'est des élections, donc on est élu par les locataires. Donc, on vous doit, tout ce que j'entends là depuis tout à l'heure, pour moi, on vous le doit. C'est un peu comme, voilà, hein, c'est nos politiques. Enfin, moi, je suis pas politique, mais tous nos politiques, en principe, normalement, nous doivent, voilà, de l'attention, de la bienveillance, de l'écoute. Et c'est tout ce qu'on voit plus aujourd'hui, en tout cas chez les bailleurs sociaux. Moi, depuis 3 ans, voilà, en tant que coordinatrice, on est chez 8 bailleurs. Donc, on siège SCGH, SC Habitat, Partenord, Villogia, enfin voilà. Tous les bailleurs, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Faut le dire, c'est moi sur mon bureau, j'ai des dossiers où aujourd'hui l'individuel, c'est très, très compliqué. Je suis très fière de ce que je vois à Albert Ier et ce collectif. On essaie de créer des collectifs dans les résidences quand on y va. Le temps nous manque, les camarades nous manquent, on n'a pas assez de bras. Donc là aussi, hein, on fait un petit appel aux locataires. Hein. Vous pouvez nous rejoindre, hein, peu importe si vous êtes adhérent à la CGT ou pas. En tout cas, on a besoin de vous, comme vous avez besoin de nous, malheureusement, encore une fois. Parce que quand je vois en fait que les locataires interpellent le bailleur pendant des mois, voire des années, hein, moi j'ai des personnes qui ont interpellé le bailleur depuis. Là, hier, j'ai une dame, par exemple, qui est en mutation depuis 22 ans. Et elle a qu'une chambre pour 4 personnes.
Vous imaginez un peu? Donc voilà, en tout cas, moi, je tenais à vous dire qu'on est là pour vous, moi et mes camarades. On est une dizaine, hein, on n'est pas beaucoup. Donc quand j'entends heu, des personnes qui nous disent qu'ils vont essayer de créer des brigades, des ça, ouais, j'adore ça. J'aimerais bien en créer une de brigade, mais une grande brigade au niveau de la CGT, au niveau du logement. Ce qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, on entend plus parler du logement qu'il y a 3 ans. On voit que même nous, hein, au sein de la CGT, on voit que c'est un problème, voilà, qui j'aimerais bien devienne national, parce que voilà, nos camarades, hein, que ce soit dans le sud, à Marseille ou que ce soit Paris ou que ce soit on est les mêmes problématiques que vous, ça je vous le dis, pour le voir. Donc voilà, nous aussi on va partir sur, notre campagne, hein, l'année prochaine. Donc là, on est en plein dedans, donc ce qui fait qu'on a déjà un peu moins de temps aussi pour vous, malheureusement. Mais on est là, on est toujours là. Donc moi, je vous dis, n'hésitez pas si, voilà, autour de vous, vous entendez aussi des résidences là où on peut pas aller parce qu'on n'a pas le temps d'y aller, mais voilà, si vous entendez, donnez notre contact, hein, on fera en sorte que vos problématiques, soient entendues, et résolues surtout. Tout à l'heure, je voyais des chaumières, parce que je pense que c'est les chaumières, hein, ce que j'ai vu. Voilà, ce dossier, je l'ai eu il y a 2 ans et demi sur mon bureau. J'avais récupéré d'un camarade, notre secrétaire général, donc je les connais bien. Je les ai vus encore il y a 3 semaines. Il y avait, voilà, lui, je ne sais plus son prénom, mais il était présent avec nous. Heu, on a peine, hein, parce que moi je vois 26 millions d'euros, hein, qui ont été injectés dans cette, réhabilitation. Donc on avait rencontré, hein, Maxime Bitter, il n'y a pas si longtemps. Je lui ai posé ce dossier sur le bureau en lui disant: «On fait quoi?» Parce que les gens, voilà, sont toujours dans les mêmes problématiques, hein. Et puis là, il me dit: «Bah, écoutez, s'il faut, on réinjectera 1 million d'euros». Donc moi, j'ai été choqué quand même. Je lui ai dit à vos résidences là, quand vous les réhabilitez, suivez ce qui se passe sur le terrain, soyez présents pour les locataires. Les pilotes sociaux que vous mettez en place, faites en sorte que, voilà, ce soit des bons pilotes sociaux. Alors nous, on aimerait bien que ce soit des pilotes sociaux qui fassent partie, du bailleur. C'est pas le cas malheureusement. Donc souvent, bah, voilà, hein, et je vais pas dire que ça les concerne pas, mais, le problème est pas pris, donc voilà, nous, on se bat pour le suivi de travaux, on se bat pour pas mal de choses, donc les locataires, voilà, soyez avec nous, vous aussi. Comme nous, on est avec vous, on a besoin de vous, même si, voilà. Je suis ravi de voir que Hugo prenne, ce sujet très au sérieux au niveau du logement. La Oriadouche aussi prend aussi j'entends aussi Lucas Fournier, hein, qui est sur LM. Voilà, cette problématique du logement, faites-en quand même, voilà, quelque chose de bien parce que c'est le cadre de vie, heu, des enfants, des familles. Moi, je vois, j'ai été, parent d'élèves pendant 4 ans. J'ai été conseillère de quartier aussi sur fil, et j'ai vu alors j'ai la chance d'être à la CGT, donc on touche un peu aussi, le travail puisque j'étais aussi à l'époque, dans le CSE de mon entreprise. Et j'ai remarqué une chose, c'est que, ce que je disais tout à l'heure avec Draman, c'est que son chez soi, voilà, c'est très important. C'est quelque chose il faut se sentir bien. Être bailleur aujourd'hui, moi j'en ai fait un patron. Je le vois comme un patron, je le vois pas comme un bailleur. Donc oui, on se bat, on fait peur, et je vous incite, voilà, le rapport de force, la solidarité, les collectifs. Soyez unis. Vous avez souvent, nous on le voit, hein, vous avez tous la même problématique. Donc Albert Prenier, bravo, hein. Moi je vous félicite parce que c'est le 1er collectif, que je vois, soudé et qui a l'envie de se battre. Sachez qu'on sera là, on sera toujours là, et ce que je disais tout à l'heure, j'espère que puisque en tant que représentant locataire, on doit aussi faire des actions avec les locataires, chose qu'on a peine à faire puisque on est tellement dans le technique qu'en fait tout ça, on n'arrive pas à le faire. Donc bon, j'espère qu'Albert Prenier, on fera un barbecue d'ici là. Mais en tout cas, voilà, on est là, Adecco CGT est là, on a été élus par vous. Donc, si vous avez le moindre souci, j'ai à disposition, le journal La Lorgnette qu'on sort, on essaie de le sortir tous les 2 ans, avec des petites, voilà, des petits sujets qui peuvent vous aider sur vos droits, vos devoirs, les droits du bailleur.
la suroccupation qu'on voit énormément, la sous-occupation. Ça aussi, on a du mal à récupérer les grands logements parce que le bailleur n'a pas encore compris que pour récupérer un grand logement, euh, en fait, souvent, il propose donc un logement plus petit, mais avec un loyer aussi cher. Donc, bon, les locataires, après, il faut pas avoir. Faut pas, voilà. On va y arriver à l'amélioration des loyers. Enfin, voilà, on se bat pour pas mal de choses. Donc, s'il y en a qui veulent voilà, nous aider à faire des déploiements dans les quartiers, à les traiter aussi, pour informer les gens qu'on est présent, qu'on est là, vous étiez bienvenus. Voilà. En tout cas, je remercie Hugo voilà, pour ces salons. Merci à vous, c'est avec bon courage et etc. Mais de rien, avec plaisir. Hop, et maintenant, bon, pour finir avec ces prises de parole et avant d'entamer un temps d'échange avec la salle, eh bien, je vous propose d'accueillir quelqu'un qui s'est battu déjà depuis 2017 à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui encore député de la circonscription, mais demain maire de Villeneuve-d'Ascq, on espère en tout cas. Je vous demande d'accueillir Hugo Bernalicis, candidat pour la France Insoumise. Merci, Garance. Bon, je crois que avant même que je passe aux remerciements d'usage, les témoignages que vous venez d'entendre, les vidéos que vous venez de voir sont édifiantes pour tout être humain. Personne ne peut rester indifférent face à ce genre de situation. Et c'est bien cette indifférence des pouvoirs publics, des bailleurs, de ceux qui sont en capacité de décider, que nous voulons briser. D'abord, remercier les militantes et les militants, pas juste pour les actions de porte-à-porte, etc., mais pour que vous ayez conscience, pour celles et ceux qui nous font le plaisir d'être là avec nous cet après-midi, que c'est aussi des militantes et des militants qui ont préparé cette salle, mis les chaises telles qu'elles sont ici, mis les tables qui sont là-bas, préparé les gobelets, préparé le micro, préparé le vidéoprojecteur, les vidéos en amont, etc. Et tout ça est encore une fois et toujours un travail collectif. Et c'est quand on se met ensemble collectivement qu'on peut transformer les choses. Ça vaut pour la réunion d'aujourd'hui, ça vaut pour Albert Ier, ça vaut pour la ville. Donc encore une fois, je voudrais d'abord qu'on applaudisse les militantes et les militantes sans qui tout ça ne serait pas possible. Le logement, ça a été dit, c'est un droit. C'est un droit constitutionnellement protégé et garanti. C'est pas quelque chose d'accessoire, c'est pas un plus, c'est central. Avoir un toit sur la tête, c'est clairement la base de la dignité pour un être humain, pour tout être humain. Et c'est bien ça le sujet qui nous occupe, c'est que, je l'ai dit dans la première vidéo que vous avez vue, mais il faut le répéter, à Villeneuve-d'Ascq, il y a des choses qui sont bien. Il y a beaucoup de logements sociaux. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait beaucoup de logements sociaux. Mais il y a beaucoup de logements sociaux dans l'état que vous venez de voir. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Et quand on voit ces situations-là, moi, j'enrage parce que beaucoup m'ont remercié et je prends ma part. En tant que parlementaire, en tant que député, je fais ma part du travail. J'écris des courriers en vos noms auprès de vos bailleurs pour rappeler la situation qui est la vôtre et je fais jouer finalement toute l'autorité qu'on veut bien donner, l'autorité morale ou politique qu'on veut bien donner à un député. Mais la réalité, c'est qu'en tant que député, je n'ai aucun pouvoir direct pour régler ces problèmes-là. Donc, je fais comme les collectifs font. Je joue de la visibilité, de la médiatisation, de l'encouragement à régler les problèmes. Et la base, quand même, c'est qu'il y ait des collectifs de citoyennes et de citoyens, d'habitantes et d'habitants qui soient là pour revendiquer leurs droits. Et là, c'est vrai qu'on a réussi, sur la résidence du Centaure à Albert Ier, à avoir la bonne combinaison d'ingrédients. D'abord et avant tout un collectif. Ensuite, nous-mêmes qui avions fait un travail militant
un peu minutieux pour avoir un maximum d'informations. Moi qui me suis battu déjà à plusieurs reprises auprès des bailleurs, auprès de Villogia pour une autre résidence à Mont-Saint-Barreul, où la rénovation, la réhabilitation avait été vraiment un fiasco total. Donc, il m'avait déjà identifié comme, je ne sais pas, j'imagine un emmerdeur. Et en la circonstance, ça me va parfaitement d'être un emmerdeur parce qu'il y a de quoi être un emmerdeur quand on voit les situations qu'on voit telles qu'elles ont été décrites et dans les vidéos et par les témoignages. Et on a pu obtenir d'eux qu'ils s'engagent sur des rénovations. Mais la vérité, c'est que tout comme la CGT, tout comme les associations de locataires, tout comme les locataires eux-mêmes, tout comme moi-même, à la fin, je n'ai pas les moyens de faire le suivi des situations individuelles. Parce qu'il faut aussi que je fasse député, c'est-à-dire être à l'Assemblée nationale, travailler les textes de loi, etc. En plus, moi, je m'occupe des questions de sécurité et de justice pour mon groupe parlementaire particulièrement, donc ce n'est pas trop le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et j'ai des sollicitations dans des tas de domaines, divers et variés. Je pense notamment au titre de séjour, dont ça doit être, entre le logement et les titres de séjour, ça doit être les deux principales choses pour lesquelles on m'écrit. Puisque vous savez que c'est une catastrophe pour renouveler un titre de séjour en préfecture, voire même une carte de résident de 10 ans, même quand ça fait 30 ans qu'on est là, on se retrouve à devenir sans papier parce qu'on n'a pas de réponse de la préfecture. Bref, on a évidemment tous ces éléments-là. Allez, je me dis, et déjà en 2017, je me disais, mais bon sang, qui est censé s'occuper de ça quand même? C'est ça la question, parce que, bon, moi je sais que c'est pas à moi, a priori, de m'en occuper. Mais il y a bien quelqu'un qui doit s'en occuper de l'insalubrité ou de l'indécence dans les logements. Et une rapide recherche sur Internet, vous trouverez la réponse très directement. Le maire ou, à défaut, le préfet. Point. Le maire. On va plutôt dire même la mairie. Quoique, le maire quand même, puisque à la fin, c'est lui qui est en possibilité de prendre des arrêtés d'insalubrité pour acter qu'il y a en droit une situation d'insalubrité, créant des droits ainsi pour le locataire et des obligations pour le bailleur. Obligation de relogement, évidemment, et aussi de remettre en état le logement ou de ne plus jamais le louer, évidemment, en la circonstance. Alors, on regarde, on creuse, on se dit, mais bon, le maire, il ne va pas faire ça tout seul quand même. Comment il fait concrètement? Comment ça se passe quand on contacte la mairie? Il est censé y avoir un service communal d'hygiène et de santé géré par la mairie. Et c'est ce service communal d'hygiène et de santé qui est censé envoyer un fonctionnaire de la mairie sur place quand vous le sollicitez et qui vient et qui fait ce que j'ai fait, ce que vous avez vu que j'ai fait sur les vidéos, qui regarde pièce par pièce. Et il a une grille, hein, il regarde ce qui va pas, ce qui va et ce qui va pas. La VMC, il note la moisissure dans telle pièce, il prend des mesures, telle surface, tel niveau de dégradation, etc., etc. Il dresse un rapport, c'est ça le plus important, un rapport de la situation, et en fonction de ce rapport, le maire ensuite soit prend un arrêté d'insalubrité si c'est le cas, soit, si c'est, on va dire, un cran en dessous, complètement de l'insalubrité, parce que les critères sont quand même assez exigeants, quoique en fait, dans plein de situations, on évite dans de l'insalubrité du point de vue du droit, mais quand bien même c'est de l'indécence ou de l'indignité, en réalité, sur sa base de ce même rapport, le maire peut enjoindre le bailleur de procéder à des travaux. C'est quand même pas pareil quand c'est la mairie et le maire qui vous fait un beau papier en disant il y a tel travaux à faire dans votre logement, etc., que quand c'est tout seul, vous, en tant que locataire, face à votre bailleur. Parce que sinon, le bailleur, il vous dit quoi? Quand il s'en fout pas. C'est vrai que des fois, il s'en fout. Mais imaginons qu'il s'en fout pas. Il vous dit allez voir votre assurance. Alors vous allez voir votre assurance. Et votre assurance, votre assureur, il vous dit, écoutez, moi j'ai un cadre juridique dans lequel j'interviens. J'interviens pas parce que vous me le demandez. Je regarde si c'est dans votre contrat d'assurance et puis surtout, si c'est de votre responsabilité, le dégât qu'il y a eu, les désordres et ce pourquoi vous me demandez de l'argent, de vous indemniser ou d'envoyer une entreprise, je regarde si c'est vous, locataire, qui êtes responsable ou si c'est le propriétaire qui est responsable. Parce que si c'est le propriétaire qui est responsable, alors c'est au propriétaire d'appeler son assurance ou de faire les travaux. C'est quand même comme ça que c'est censé se passer.
Et vous retournez vers le propriétaire, le bailleur, en lui disant, écoutez, moi je suis allé voir mon assurance, elle m'a dit que c'était pas moi. Ah oui, mais non, il faudrait faire venir un expert. Un rebelote, des galères, et ça reprend 6 mois dans la vue. Si jamais votre assurance accepte de faire venir un expert. Sauf que l'expert en la circonstance, ça devrait être qui? Ça pourrait être qui? Le service communal d'hygiène et de santé. Gratuit. Gratuit parce que c'est un service public, parce qu'un logement digne, c'est un droit. Et c'est ça que nous devons mettre en place à Villeneuve-d'Ascq. J'allais dire remettre en place, mais non, parce qu'il aurait fallu que... Voilà. Mais ce n'était pas le cas. Mettre en place. Et ce qui est assez désastreux, finalement, c'est que les problématiques se retrouvent dans des tas de villes de la métropole. Où, pareil, il est censé y avoir des services communaux d'hygiène et de santé qui sont globalement défaillants. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique de se fâcher avec les bailleurs et de leur exiger l'application du droit pour les habitantes et les habitants. Parce qu'ils espèrent je ne sais quel trop grand arrangement pour le prochain marché public, pour la prochaine construction dans tel quartier où ils auraient un bâtiment de meilleure qualité pour ensuite communiquer politiquement que grâce à eux, il y a eu du logement de créé et que regardez, vous, habitants, vous avez des logements neufs et géniaux. Voilà comment la roue se met en œuvre et qu'à la fin, vous avez des politiques élus en responsabilité qui peuvent vous dire non, mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. J'ai appelé le bailleur parce que, on va être honnête, des fois on force un peu le trait, notamment sur les élus actuels de la municipalité. Je pense notamment à Marie-Yvonne Girard qui a été contactée par beaucoup d'entre vous, je suis sûr, dans cette salle. Et qui, non, dites pas qu'il n'y a pas, elle répond pas, c'est pas vrai, elle répond toujours. Non, elle répond toujours la première fois. C'est après que ça se complique. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Je pense sincèrement qu'elle va voir le bailleur et qu'elle lui dit j'ai été contactée par telle personne et qui me dit c'est problématique. Et que répond le bailleur à Marie-Yvonne Girard? Ah oui, mais cette personne, on est allé voir sur place, c'est vrai que son logement, oui, il y a de la moisissure, mais bon, ils sont 5 dedans alors que c'est un logement. Ils sont 5 dedans alors que c'est un logement pour 3. Donc c'est de votre faute. Ils ouvrent pas assez les fenêtres. Ah, j'ai même lu dans des courriers que certains d'entre vous et certains d'entre vous avaient trop de meubles. Et que c'était ça qui était la source de l'insalubrité dans votre logement. Et bon, bah, la mairie, leurs élus, après, ils reviennent vers le locataire ou pas. Ils disent, bon, bah, en fait, c'est de leur faute, donc bon, bah, je ne vais pas me mouiller dans cette histoire. Pourquoi? Encore une fois, parce que le service communal d'hygiène et de santé n'est pas là pour faire le constat sur lequel, y compris les élus, pourraient s'appuyer pour dire aux bailleurs, non, vous êtes en train de me raconter des carabistoules. C'est pas du tout comme ça. Je suis allé voir sur place, on a envoyé le service, on a un rapport, il est signé, il y a les photos. Donc maintenant, vous faites les travaux. C'est ça qui manque. C'est pas compliqué quand même. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique, et ça a été dit par Antoine tout à l'heure. Parce que aussi, en réalité, ils ont bien fait le constat que les quartiers populaires dans lesquels il y a le plus de logements sociaux, dans lesquels il y a le plus d'insalubrité, sont aussi les quartiers qui votent le moins. Alors ils s'en fichent. Et ça continue. Donc vraiment, moi je voulais d'abord vous dire ça que oui, on peut changer les choses. C'est pas une fatalité. Oui, c'est possible. À Villeneuve-d'Ascq, il y a une personne au service communal d'hygiène et de santé pour venir constater l'insalubrité ou l'indécence. 63 000 habitants. Une personne. Pourtant, la mairie de Villeneuve-d'Ascq, c'est plus de 1400 agents. 1400 et un problème sur toute la ville. Je pense qu'un problème sur toute la ville mérite plus qu'un fonctionnaire de la mairie pour régler le problème. Et je vais vous dire, je plains ce fonctionnaire actuellement. Parce que ça veut dire qu'il est tout seul pour se prendre tous les mails, toutes les demandes de toute la ville. Et j'imagine qu'il doit se faire attraper dans la rue en disant ah, vous n'êtes pas venu chez moi, et ça en est où, etc. Et lui, ce fonctionnaire, on ne lui donne pas les moyens de résoudre les problèmes. Parce qu'il n'y a pas les élus derrière pour dire c'est bon, je prends le rapport, je vais chez le bailleur. Et si le bailleur pose problème, eh ben alors on l'attaquera. On l'attaquera au tribunal et on aidera les locataires à mettre devant le tribunal le bailleur pour l'obliger à faire ses travaux. C'est pourquoi on a mis ce slogan sur le tract, une commune qui se tient aux côtés des locataires.
Ça semble être une évidence. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une impérieuse nécessité. Je voulais commencer par là parce que vraiment, le logement indigne et indécent, Zora disait tout à l'heure, bon, je vais essayer de me contrôler parce que c'est parfois dur. Parce que moi, quand je vais dans les logements tels que je le vois là, je me projette, je me dis, mais si je vivais ici avec mes enfants, mais j'aurais pété un câble depuis longtemps. Et vous pétez des câbles, mais en fait, l'être humain était finalement assez résilient. Parce qu'à bout de 1 courrier, 2 courriers, 8 courriers, 10 courriers, 20 courriers, bah vous faites les travaux vous-même, vous vous laissez comme ça. Un jour, il faudrait même présenter au bailleur les factures de tout ce que ça vous a coûté en peinture, en je sais pas trop quoi, contre les nuisibles, etc. Parce que ça chiffre extrêmement vite. Sans compter quand le chauffage est coupé, vous mettez un chauffage d'appoint, et à la fin, vous avez quoi? Vous avez un geste commercial? Non, vous avez la régularisation de charge. Ah, ça, vous l'avez, il n'y a pas de problème. Hein, et là, les chiffres sont conséquents. Et si vous n'arrivez pas à payer, on vous enverra vers le Fonds Solidarité Logement, qui d'ailleurs n'était pas conçu pour ça à l'origine, mais tellement le problème est colossal que c'est devenu la réserve, y compris pour les bailleurs, d'avoir des rentrées financières. Sinon, les gens ne peuvent pas payer. Au-delà de cette problématique, je voudrais élargir parce que j'imagine qu'à un moment donné, on va réussir à lutter efficacement contre l'habitat insalubre et indigne. Et qu'on va pouvoir se projeter sur qu'est-ce qu'on veut comme nouveau logement. Faut-il d'ailleurs construire du logement? La vérité est qu'il y a un besoin colossal au sein de la métropole européenne de Lille et à Villeneuve-d'Ascq en particulier. Il y a, je crois que c'est dans le meilleur des cas, une demande sur 12 qui est satisfaite. Et ça peut monter sur 1 sur 20 en fonction des secteurs en tension et même au-delà pour certaines villes et certains quartiers. À partir de là, il faut qu'on se dise, parce qu'il y a quand même des exigences, on ne va pas se raconter l'histoire, si on commence à construire partout, à la fin, il ne va plus y avoir de parc du Héron. Alors c'est vrai, il y a de la place, mais il y a quand même ce parc. Et c'est bien qu'il y ait des espaces verts. Donc on a besoin de trouver des endroits qui sont déjà des friches ou des zones qui sont déjà bâties pour rebâtir dessus, parfois un peu plus haut, pour densifier un peu, mais pas trop non plus, parce qu'on a besoin que la ville soit respirable. Et on a besoin sans doute aussi d'avoir un maire de Villeneuve-d'Ascq et des élus municipaux à Villeneuve-d'Ascq qui siègent à la métropole européenne de Lille pour exiger des communes voisines qui ne respectent pas la loi, notamment sur le logement social, qu'ils s'exécutent, qu'ils prennent leur part. Parce que tout le monde, toute municipalité doit pouvoir prendre sa part et construire du logement social. C'est extrêmement important parce que sinon tout le monde se retrouve coincé dans les mêmes villes, hyper serrés les uns contre les autres, et puis à côté, chacun a son petit pavillon individuel. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible en 2025 en France, dans une métropole comme la métropole européenne de Lille. Sauf que la protestation n'est jamais émise. Et les préfets pourraient se substituer d'ailleurs aux maires qui sont dans l'illégalité. Ils ne le font que très rarement. Mais peut-être que si on protestait davantage, en bons voisins, on aurait peut-être des résultats supplémentaires. Une fois qu'on a dit que de toute façon, on va devoir reconstruire à un moment donné, il y a des logements, ils seront détruits, ils seront reconstruits, parce que les réhabilitations, il y a des moments, ça atteint des limites. Quand on voit certains bâtiments, je pense qu'il faut se le dire. Et quel type de logement on veut reconstruire quand on reconstruit? La question est posée aussi. On a mis dans le programme qu'on veut on a dit par la formule pour que tout le monde comprenne, du très social, ou dans le jargon, des PLAI. C'est-à-dire qu'en fait, dans la catégorie logement social, vous avez plusieurs strates, plusieurs types de logements. Et qu'est-ce qui est le plus demandé en logement? Le PLAI, le logement très social, ceux qui ont les plus faibles revenus. C'est ça qui est le plus demandé. Ça a une logique, vous me direz. Est-ce que c'est ça qui est le plus construit dès qu'il y a une opération de construction? Eh ben non, pas du tout. On change d'une strate jusqu'à la strate supérieure, et il faut en faire aussi, qui est l'accession à la propriété sociale. Et alors du coup, les maires ont pensé en faire ça, sans doute, j'imagine, en se disant, bon, ben moi je fais de logement pour les pauvres, moi j'ai de pauvres. Alors on peut se dire que ça pourrait fonctionner comme ça, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Moi je fais de logement pour les pauvres, plus ceux qui n'ont pas les moyens
d'avoir des bons logements sont dans des logements de misère. C'est ça qui se passe en réalité. Et quand ils n'ont plus de place dans les bailleurs sociaux publics qui déjà offrent des conditions de logement qu'on questionne et qu'on va régler, ils se retrouvent chez les marchands de sommeil privés, où là c'est encore pire, encore plus d'insalubrité pour des loyers plus élevés. Et d'ailleurs, je précise à cette étape que le maire est aussi compétent sur le logement privé. Il est compétent sur tous les logements. Hein, donc il n'y aura pas que pour les bailleurs, il y en aura pour tout le monde. Je préfère prévenir si jamais il y a des propriétaires de logements de sommeil ici, non, dans la salle. Non, je crois pas. On a dit ça, mais aussi du logement étudiant. Et ça me tient à cœur parce que j'ai été étudiant à Villeneuve d'Ascq. J'ai été même vice-président étudiant du Crous. Et je me suis beaucoup occupé des questions de logement et d'insalubrité, déjà à l'époque, au Crous, sur la cité scientifique. Des trucs, mais bon, bref. Je ne veux même pas détailler parce qu'on avait fait un tract, pour la petite anecdote, à l'époque, quand j'étais étudiant. On avait fait un tract en disant logement Crous, 9 mètres carrés, c'est comme en prison, sauf qu'ici, on a les clés. Pour les conditions. Ah ouais, c'était pas mal, c'était percutant, je veux dire. Sauf que depuis, je suis devenu député. Et comme je suis député, j'ai le droit de visiter les prisons quand je veux. D'ailleurs, si vous suivez mon actualité, vous avez peut-être vu que je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça en prison. Donc, chez Starpol. Ne parlons pas de Nicolas, laissons-le en dehors de tout ça pour l'instant à ce stade de la discussion. Eh bien, figurez-vous que j'ai vu des prisons où c'était mieux qu'au Crous. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, ce tract, il était même en deçà, finalement, de la réalité. Et on a un partenaire pour faire du logement social, le Crous, qui demande que ça, d'avoir une commune à ses côtés pour cadrer les choses, y compris pour intervenir en tant que service communal d'hygiène et de santé si le Crous est lui-même défaillant. Sauf que, qu'est-ce qui pousse à Villeneuve d'Ascq? Qu'est-ce qui se multiplie comme logement étudiant? Les logements du Crous, vous croyez? Non, ils ont perdu des logements parce qu'en réalité, les travaux de destruction, reconstruction ont fait de 3 à 9 mètres carrés, ils ont fait 2 chambres pour 3. Donc ça fait un peu plus de 13 mètres carrés. Bon, je passe la taille des murs, etc. Mais en gros, avec 3 chambres, ils en ont fait 2, ce qui améliore le confort pour l'étudiant, mais ce qui fait moins de chambres à la fin. Et comme ils n'ont pas beaucoup plus de sous avec Macron qu'avant, c'est tout de suite plus compliqué. Et donc, ils seraient bien contents d'avoir le coup de main des bailleurs publics et des municipalités pour avoir du logement étudiant public. Parce que ce qui pousse, c'est que des trucs privés. Oh là, à la marge, il n'y a pas de problème. La spéculation, elle est là. Donc non, les spéculateurs, ceux qui veulent faire du pognon sur le dos des gens avec le logement, notamment pour les plus précaires, les plus dans le besoin, ce ne sera pas à Villeneuve d'Ascq. Ils iront chercher ailleurs, mais pas ici. Et on a ajouté qu'on voulait des logements participatifs. Alors ça peut paraître un peu nébuleux de dire participatif comme ça au milieu de la phrase, mais il y a un contenu, il y a un gros contenu derrière la question du logement participatif. D'ailleurs, je ne dévoilerai pas la présence d'un des représentants de l'habitat participatif de Villeneuve d'Ascq, mais pas que des Hauts-de-France, et même représentant de quelque sorte un peu national aussi, puisque l'habitat participatif a vu le jour à Villeneuve d'Ascq. Qu'est-ce que c'est que ça donc? L'habitat participatif. Comme son nom l'indique, c'est que on invite les gens à participer à leur habitat. Alors, le projet le plus abouti, c'est que dès le départ, le terrain, ce qu'on va construire dessus, ou si c'est déjà construit, comment on va faire les travaux, et surtout, vu qu'on le veut participatif, qu'est-ce qu'on va mettre en commun? Quelles pièces de vie on va mutualiser pour que ça nous revienne moins cher individuellement et qu'on ait une qualité de service identique à si on a lu chacun sa machine à laver, chacun son sèche-linge, etc., etc. Ce que faisaient en fait, en une certaine mesure, les bailleurs sociaux il y a très, 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 très longtemps, quand vous aviez des espaces de service en commun pour tous les locataires, au rez-de-chaussée, une salle commune, des sèche-linges en commun, etc., pour que ça revienne moins cher à la fin. Et ces habitats participatifs, aujourd'hui, il y a les toits moineaux à Villeneuve d'Ascq qui ont mêlé pas juste des propriétaires, mais aussi des locataires. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'évidemment, pour faire de l'habitat participatif, si vous voulez être propriétaire, il vous faut une capacité financière. Et si on parle de faire de l'habitat participatif dans les quartiers populaires, la capacité financière, c'est pas ça qui est le plus répandu pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc la question qui se pose à nous en tant que municipalité,
C'est est-ce que la commune peut aider à favoriser l'habitat participatif. Et puis, on s'est dit, on a mis plus tard dans le programme, quand vous allez voir sur le site internet, on s'est dit qu'on aimerait bien aussi, parce qu'on voit les choses à maxima, que les nouvelles constructions soient plus respectueuses de l'environnement. Bon, alors pour faire bien, on dit qu'on voudrait faire des éco-constructions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éco-construction ou biosourcé? Ça dépend si vous préférez, ce que vous préférez comme registre. On va dire que pour moi, l'objectif de ce qui est le plus résilient, respectueux de l'environnement, c'est ce qu'on appelle le bois terre-paille. Et le bois terre-paille, je l'ai dit normalement assez vite pour que tout le monde croie que ce soit quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors qu'en fait, c'est le bois, terre, paille. OK? Vous voyez, c'est un truc qu'on fait depuis l'Antiquité, en réalité, pour construire à travers le monde. Et que non, tout le monde ne construit pas avec du béton et du ciment et des parpaings. Et qu'aujourd'hui, on a des techniques de construction qui permettent de faire avec du bois, de la terre et de la paille des vrais logements, y compris plusieurs étages, y compris qui respectent les normes d'incendie, parce que j'ai lu plein de choses sur le sujet. Et il se trouve qu'on a une association, ici, dans le Pas-de-Calais en l'occurrence, et ça me fait plaisir parce que je suis né dans le Pas-de-Calais, le CD2E, qui propose des formations pour les entreprises à l'éco-construction et notamment au bois terre-paille. Alors on s'est dit, comment on pourrait faire des logements très sociaux, participatifs, dans les quartiers populaires, en bois, terre, paille. C'est ça le 21e siècle. C'est ça les objectifs qu'on doit poursuivre. Et alors là, c'est là où les problèmes commencent. Hein. Parce que du coup, on s'est dit, bah oui, mais il faut trouver un bailleur pour nous accompagner pour faire ça, si on veut qu'il y ait des locataires. Vous voyez là, LMH, Villogia, tout ça, les autres là. Alors je sais que toi, Manu, il y a un bailleur qui accompagne. Mais ça n'a pas été si simple que ça de le trouver et c'est pas si simple que ça de faire d'autres projets. Alors, rapide recherche, que peut faire une mairie? Elle peut créer son bailleur social municipal. D'ailleurs, avant, il y avait beaucoup de bailleurs sociaux municipaux. Ensuite, ils les ont regroupés pour faire un seul gros bailleur métropolitain. C'est l'histoire de ce à quoi on est arrivé avec LMH. Et c'est pas forcément un franc succès d'avoir tout concentré, tout mis ensemble. Donc on a dit un bailleur social municipal. Ensuite, on s'est dit, quand même, le bois terre-paille, si je fais un appel d'offres marché public pour construire des logements, avec mon bailleur social municipal, je vais avoir Eiffage, Vinci, Bouygues, c'est tout cela qui vont nous répondre à l'appel d'offres, vu les sommes qui sont concernées. Et si je leur dis que je le veux en bois terre-paille, ils vont me regarder comme ça. Et qu'est-ce que c'est que cet aliment? Parce que je l'aurais dit trop vite. J'aurais dit bois terre-paille. Et bois terre-paille, ah ouais, ça fait un peu comme Waterzooi. Vous savez que c'est un plat des Flandres. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Et donc, on s'est dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même et par ses propres moyens. Et que peut-être on pourrait envisager d'avoir un service public du BTP municipal. Pourquoi la mairie ne serait pas en capacité de construire par elle-même? Pourquoi on ne pourrait pas embaucher des gens dont les compétences, ce soit la maçonnerie, l'étanchéité, le bardage, tous les corps de métier du BTP? Parce qu'on pourrait d'ailleurs, si on n'avait pas toutes les compétences, au moins mieux superviser les chantiers. Parce qu'on voit bien comment ça se passe aujourd'hui. Je me souviens, alors là, c'était même bien avant 2024, avec Lucas à LM, aller voir un logement LMH, si je ne dis pas de bêtises, la moisissure, mais genre partout. Je me dis, oh, ça doit être un vieux bâtiment et tout. Ça faisait 1 an et demi qu'il était ouvert. 1 an et demi. Et la dame qui était dedans, c'était la première locataire. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'on ne sait plus construire sans faire une fuite, sans qu'il y ait une fuite à la fin. C'est un truc de dingue. Et je vous dis même ça, parce que je vous rappelle que je supervise les sujets de sécurité et justice, même l'hôtel de police de Lille, infiltration d'eau, fissures, les policiers ont dû déménager dans plein d'autres bâtiments. L'hôtel de police, il a été refait quoi? Il y a 12 ans, je crois. 12 ou 13 ans. Non, mais c'est pas possible. Donc, on va faire par nous-mêmes. Alors, ensuite, on a notre bailleur municipal, notre service public du BTP. Ça tombe bien parce que je crois qu'il y a des gens à Villeneuve-d'Ascq qui sont en recherche d'emploi, qui sont éloignés de l'emploi. On pourrait même imaginer qu'il y ait des chantiers d'insertion autour du BTP, de ces métiers-là, et qu'on garantisse derrière une embauche sur un cercle vertueux. D'ailleurs, ce service pourrait nous servir aussi
à refaire les salles de sport, qui sont quand même pour beaucoup dans un état, voilà. Même la mairie, l'hôtel de ville en tant que tel, je pense qu'il y a des marges de progression, un certain nombre de services, de maisons de quartier, de fermes du pire, de fermes d'en haut, enfin, de plein d'équipements en fait qui en fait demandent des rénovations et on traîne. Et en plus, on a la chance à Villeneuve-d'Ascq d'avoir quand même une école d'architecture. C'est quand même pratique ça sous la main, on a une école d'architecture. Alors vous croyez pas qu'on peut pas faire un partenariat pour que des petits jeunes se fassent la main sur la vie et nous fassent des projets, j'en sais rien, moi, des trucs du 21e siècle, quoi, et qu'on puisse à la fin dire ouais, Villeneuve-d'Ascq, t'as vu ce qu'on a construit là? Et pas mal ça, hein? Voilà, je veux qu'on puisse être fier de ce qu'on fait dans la ville, de ce qu'on construit, qu'on puisse s'y impliquer pleinement. C'est ça le programme municipal sur le logement. J'en passe sur les critères d'attribution des logements. Bien sûr, une procédure anonyme. On en vient à revendiquer des trucs comme ça, je vous dis. Vraiment, on est vraiment en retard, quoi. On a vraiment raté quelque chose, hein. De faire en sorte qu'il y ait une coordination entre les bailleurs, notamment pour les mutations. Je me suis renseigné, en fait, il y a d'autres villes hein, en France qui le font, ça existe. Ils mettent ensemble les bailleurs, celui qui a un petit logement disponible et a besoin d'un petit logement et de grand logement, que ce ne soit pas que bailleur par bailleur, mais qu'on puisse. Alors, ça va pas régler tous les problèmes, mais si ça permet de débloquer 2-3 petites choses, eh ben on le fait, on y va, on avance. C'est ça qu'on veut faire, avoir une direction politique, une volonté politique d'agir et les moyens, et s'en donner les moyens jusqu'au bout. Évidemment, l'encadrement des loyers, on y viendra, parce que c'est possible, et c'est même nécessaire, surtout peut-être même plus à Villeneuve-d'Ascq que dans d'autres communes de la métropole, parce que la flambée des prix des loyers est vraiment extrêmement spectaculaire. Je conclus parce qu'ensuite, il vous faudra un temps d'échange et que vous puissiez parler et de vous entendre. Mon message, il va être assez simple. Ça dépend que de vous. Que ce que je viens d'énoncer, ce que je viens de dire, soit ensuite la réalité le 15 mars et le 22 mars prochain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens confrontés à ces situations dans les quartiers populaires sont ceux qui votent le moins. Et pourtant, ils pèsent le plus. Déjà aux dernières élections européennes, dans les quartiers de Congois, d'Hôtel de Ville, de Triolos, mais même les zones populaires, les bars d'immeubles, on a fait des très bons scores. La France Insoumise est arrivée en tête, 22%, ce qui nous permet d'avoir quelques prétentions quant aux résultats du 15 et du 22 mars. Et quand on regarde, on a fait ces scores-là parce qu'avant, dans les bureaux de vote, c'était plutôt du 20-25% de participation. C'est monté à 30-35% de participation. Et donc, on a fait des 22%. Sauf que dans le reste de la ville, aux mêmes élections, ils votent à combien dans les autres bureaux de vote en moyenne? Plus de 55-60%. Vous imaginez la différence? C'est colossal. La victoire, elle est là. Hein. Elle est à notre disposition. Et moi, je peux faire ma part, comme je suis en train de le faire actuellement. Mais il faut que vous veniez nous aider dans cette campagne. C'est ça le sens de cette réunion et l'objectif aussi. De venir nous aider. Et nous aider, il y a plein de moyens de faire ça. Bien sûr, ça peut être, comme Martine et Marina, notamment, de faire des porte-à-porte matin, midi, soir, 7-7. Enfin, non, j'exagère. J'exagère un peu. Mais en tout cas, de s'impliquer vraiment, de donner de son temps, de son énergie. Mais ça peut être juste aussi de dire, bah, moi, je veux bien mettre quelques tracts dans mon immeuble, ou je veux bien vous accompagner juste pour faire les portes de ma rue parce que je connais les voisins. Ça peut être le jour du vote, de dire, bah, je m'occupe d'aller taper aux portes pour ramener les gens au bureau de vote le dimanche. Ça peut être de participer le jour du vote à superviser, surveiller les opérations de vote, par exemple. On a besoin de plein de gens pour faire plein de choses. On a besoin de vous parce que c'est la condition de la victoire. Et je sais que la victoire, elle est à portée de bulletin de vote, elle est à votre portée, et qu'avec tout ça, on pourra faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à Villeneuve-d'Ascq. Merci.